Mon frère prétentieux a exigé que je paye son loyer, puis ma mère m'a mis un ultimatum, soit je me porte signataire de son prêt de 200 000 €, soit elle me coupe tout contact pour Noël. Alors j'ai annulé toutes leurs factures et je suis parti vivre à l'étranger. Je m'appelle Céleste, j'ai 29 ans. Je mène une vie tranquille et méticuleusement planifiée à Paris, loin de ma région natale lyonnaise, en tant qu'analyste de données senior pour une grande entreprise de la tech. Mon appartement est mon sanctuaire, ma carrière est ma priorité, et mon compte épargne est ma plus grande fierté. C'est une vie que j'ai bâtie de toutes pièces, brique par brique solitaire. Mais juste au moment où je pensais avoir échappé à l'attraction gravitationnelle du chaos de ma famille, un simple SMS a menacé de tout faire s'effondrer. La notification a retenti un mardi après-midi, une interruption discordante dans le silence concentré de mon bureau à domicile. J'étais plongé dans un modèle de données complexe, décelant des schémas qui prédiraient les tendances du marché pour le prochain trimestre. C'était le genre de travail que j'adorais, logique, propre et heureusement dépourvu d'émotions humaines. L'écran s'est allumé avec un message de mon jeune frère, Benoît. Mon estomac s'est instantanément noué. Les textos de Benoît n'étaient jamais de simples nouvelles. Ils étaient toujours les précurseurs d'une nouvelle demande, d'une nouvelle crise que seul moi pouvais résoudre. Pendant des années, j'avais été la réparatrice attitrée de la famille, la grande sœur fiable, le filet de sécurité financier. J'avais payé ses manuels universitaires, co-signé pour sa première voiture et couvert son loyer plus de fois que je ne pouvais les compter. Je l'avais fait par sens du devoir, croyant à tort que mon soutien l'aiderait finalement à trouver sa voie. Mais à chaque aide, sa situation semblait devenir moins stable, et ses attentes plus audacieuses. J'ai balayé la notification, mon curseur planant toujours sur une ligne de code. Le message disait « Salut, alors je quitte mon boulot ». C'est un environnement toxique. Aucune possibilité d'évolution. Tu me couvriras pour le loyer pendant quelques mois, n'est-ce pas? Juste le temps que je lance ma start-up. Ce n'était pas une question. C'était une affirmation, une déclaration de ses plans et de mon rôle dans ceci. Il n'y avait pas de « s'il te plaît », pas de « peux-tu m'aider », juste la supposition désinvolte que mon revenu était à sa disposition. Mes doigts se sont figés sur le clavier. L'audace était à couper le souffle. Il avait 25 ans, pas un adolescent en difficulté. Il avait un diplôme, un emploi tout à fait décent dont il s'était plaint dès le premier jour, et une liste de combines pour devenir riche rapidement qui pourrait remplir un roman. Sa dernière passion était une vague start-up technologique qu'il avait imaginée avec ses amis tout aussi peu ambitieux, une entreprise sans business plan, sans financement et sans produit discernable. Et il s'attendait à ce que je finance ce fantasme. Pendant un moment, j'ai juste fixé le message, une lente colère montant dans ma poitrine. Toutes les années de sacrifice, à mettre mes propres rêves en attente pour réparer ces bêtises, ont défilé devant mes yeux. Je me suis souvenu des vacances que j'avais annulées pour payer ses frais de scolarité en retard. De la voiture que j'avais reporté d'acheter pour couvrir sa caution. Des innombrables nuits que j'avais passées à m'inquiéter pour son avenir pendant qu'il faisait la fête. J'avais encouragé cela. Mon sauvetage constant lui avait appris que les actions n'avaient pas de conséquences, que la responsabilité était pour les autres. La banque céleste était toujours ouverte, sans poser de questions. Une vague d'épuisement m'a submergé, si profonde qu'elle ressemblait à un poids physique. J'en avais assez d'être la responsable, celle qui devait toujours être forte, celle qui nettoyait tous les dégâts. J'ai pensé à l'avenir que je construisais méticuleusement pour moi-même, un acompte pour une maison, un voyage au Japon, peut-être même créer ma propre société de conseil un jour. Chaque euro que je lui envoyais était un euro volé à cet avenir. Cette fois, quelque chose devait être différent. Le cycle devait être brisé. Avec une résolution qui me semblait étrangère et terriblement puissante, j'ai tapé une réponse. Mes mains étaient stables, mon esprit clair pour la première fois depuis des années. Non, Benoît, je ne paierai pas ton loyer. Tu es un adulte. Il est temps que tu subviens à tes propres besoins. Paie-le toi-même. J'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir douter de moi-même. La réponse fut presque instantanée. Une série de bulles de texte rapide est apparue à l'écran. T'es sérieuse? C'est juste pour quelques mois. Je n'arrive pas à croire que tu sois si égoïste. Maman va entendre parler de ça. La menace finale était censée être le coup de grâce. Dans notre famille, maman, Chantal, était l'autorité suprême, et sa parole était loi.
Benoît savait qu'elle prendrait toujours son parti. Il était son bébé, l'enfant chéri qui ne pouvait rien faire de mal, tandis que j'étais la bête de somme fiable, appréciée pour mon utilité plutôt que par affection. Pendant des années, cette dynamique m'avait maintenu dans le rang, désespéré d'obtenir une miette de l'approbation qu'elle lui prodiguait si généreusement. Mais la menace n'a pas fait effet cette fois. Elle semblait creuse, pathétique. Ma colère avait consumé la peur, laissant derrière elle une clarté froide et dure. J'ai mis mon téléphone en silencieux et suis retourné à mon travail, déterminé à ignorer la tempête inévitable qui se préparait. Plus tard dans la soirée, alors que je faisais des recherches sur des opportunités d'emploi à l'international, un rêve de longue date que j'explorais discrètement depuis des mois, un email a atterri dans ma boîte de réception. Il provenait d'une entreprise concurrente, un acteur majeur sur le marché européen. Ils ouvraient un nouveau pôle d'analyse à Amsterdam et cherchaient un analyste senior pour diriger l'équipe fondatrice. Le salaire était une augmentation significative, les avantages étaient incroyables et cela incluait une prime de relocalisation complète. C'était un rôle de rêve, une opportunité unique dans une vie. C'était aussi une évasion, une porte de sortie, une chance de mettre un océan entre moi et le cycle sans fin des obligations familiales. J'avais passé quelques entretiens avec eux des semaines auparavant, mais je ne m'étais pas vraiment autorisé à croire que c'était une possibilité réelle. Cela semblait trop beau pour être vrai. En lisant l'offre officielle, mon cœur battait la chamade. C'était ça. C'était ma chance de construire une vie qui soit vraiment la mienne, libérée du poids des attentes de ma famille. Sans hésitation, j'ai ouvert le contrat. Les termes étaient parfaits. La date de début était dans 6 semaines. Avec une profonde inspiration, j'ai signé le document numérique et l'ai renvoyé. Une vague d'exaltation et de terreur m'a envahi. Je venais de changer toute ma vie. 1 heure plus tard, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était ma mère. Le message était d'une froideur directe. Ne reviens pas pour Noël tant que tu n'auras pas co-signé son prêt professionnel de 200 000 €. Les mots sur l'écran semblaient aspirer l'air de la pièce. Un prêt de 200 000 € pour la start-up inexistante de Benoît. C'était si absurde, si totalement déconnecté de la réalité que j'ai presque ri. Ils ne demandaient plus seulement de l'argent pour le loyer. Ils exigeaient que je m'enchaîne à une montagne de dettes pour le bien du dernier caprice de mon frère. L'ultimatum était clair, mon avenir financier ou l'exil de la famille. Il n'y avait aucune marge de négociation. Pas d'espace pour la discussion. C'était une déclaration de guerre, et j'avais été désigné comme l'ennemi simplement pour avoir dit non. La cruauté désinvolte, la façon dont ma mère brandissait la menace de me bannir pour Noël, une fête qu'elle savait que j'adorais, était un tour de couteau délibéré. Elle connaissait mes points faibles et elle appuyait dessus avec une précision calculée. Mon amour pour la tradition familiale, ma peur profonde d'être seul pendant les fêtes. C'étaient les armes qu'elle utilisait pour me contrôler. Pendant un instant, l'ancienne Céleste a refait surface. Celle qui aurait immédiatement cédé sous la pression. Celle qui aurait appelé en pleurant, suppliant le pardon, promettant de faire tout ce qu'il demandait juste pour maintenir la paix. La culpabilité était un manteau familier, lourd et suffocant. Étais-je égoïste? Était-ce ma responsabilité, en tant que celle qui avait réussi, de les élever? La voix de Chantal résonnait dans ma tête, une litanie de phrases que j'avais entendues toute ma vie. La famille s'entraide. Tu as tellement de chance d'être en position d'aider. N'oublie pas d'où tu viens. Ces phrases, autrefois source de fierté et de motivation, ressemblaient maintenant à des chaînes, me tirant vers le bas dans un gouffre de ressentiment. Mais ensuite, j'ai regardé le contrat de travail signé ouvert sur l'écran de mon ordinateur portable. Amsterdam, une nouvelle vie, une page blanche. L'image était une bouée de sauvetage, un rappel tangible que j'avais un autre choix. Je n'avais pas à être leur filet de sécurité, leur fond d'urgence, leur bouc émissaire. Je pouvais être ma propre personne, selon mes propres termes, à un océan de distance. La colère est revenue, vive et clarifiante. Il ne s'agissait pas d'aider Benoît. Il s'agissait de contrôle. Il s'agissait de l'incapacité de ma mère à accepter que j'ai ma propre vie, une vie qui ne tournait pas autour d'elle et de mon frère. Il s'agissait du refus de Benoît de grandir, de faire face aux conséquences de ses propres choix. Ils avaient construit un écosystème confortable de droits acquis et d'assistanat, et mon refus de jouer mon rôle les avait mis en panique.
Le prêt de 200 000 € n'était pas seulement pour une start-up. C'était une tentative désespérée de maintenir le statu quo, d'acheter à Benoît quelques années de plus pour éviter ses responsabilités, et de réaffirmer leur contrôle sur moi. J'ai pensé à ce que signifierait co-signer ce prêt. Ce serait une condamnation à mort financière. Cela manquerait à leur irresponsabilité pendant des décennies. Je ne pourrais jamais acheter de maison, épargner pour ma retraite ou investir dans mon propre avenir. Ma vie deviendrait la garantie de son fantasme. Le choix qui, quelques instants auparavant, semblait angoissant était maintenant d'une simplicité frappante. C'était eux ou moi. Et pour la première fois de ma vie, je me choisissais. Cette nuit-là, impossible de dormir. Mon esprit s'emballait, alternant entre une fureur juste et une tristesse déchirante. Je pleurais la famille que j'aurais aimé avoir, celle qui aurait célébré mon succès au lieu de le voir comme une ressource à piller. Je pleurais la perte de l'amour de ma mère, réalisant avec une clarté douloureuse qu'il avait toujours été conditionnel, fondé sur ma conformité et mon utilité. Vers 2 heures du matin, alimenté par un mélange de café et d'adrénaline, j'ai pris une autre décision. Il était temps de couper les ponts complètement. S'ils allaient me traiter comme un distributeur automatique de billets, alors il était temps de fermer le compte définitivement. Je me suis connecté à mon portail bancaire en ligne. Mon nom était sur tout. L'abonnement téléphonique familial, l'abonnement internet et télé pour la maison de ma mère, les services de streaming qu'ils utilisaient tous, l'assurance auto pour le véhicule que je lui avais acheté il y a 5 ans. J'étais la responsable, celle avec le bon score de crédit. Donc, naturellement, chaque facture s'était retrouvée à mon nom. J'avais mis en place les paiements automatiques il y a des années, et je n'y avais jamais repensé. C'était juste une autre partie de mon rôle de pourvoyeur de la famille. Un par un, j'ai parcouru la liste. L'abonnement téléphonique résilié, Internet déconnecté, la police d'assurance terminée, les abonnements de streaming, tous supprimés. À chaque clic, je ressentais un étrange sentiment de libération, une légèreté dont je n'avais pas réalisé le manque. C'était un acte mesquin, peut-être, mais c'était aussi un acte profond. C'était une déclaration d'indépendance, une rupture tangible des cordons financiers qui m'avaient lié à eux pendant si longtemps. Je ne disais pas seulement non au prêt. Je démantelais tout le système de dépendance qu'ils avaient construit autour de moi. Je savais que les retombées seraient immenses. Je savais que leur matinée commencerait par une cascade de confusion et de rage alors qu'ils découvriraient que leur monde parfaitement connecté avait été débranché. Je savais que mon téléphone serait un champ de bataille de textos en colère et d'appels manqués. Mais pour la première fois, je m'en fichais. J'en avais fini. Alors que je fermais mon ordinateur portable, les premiers rayons de l'aube pointaient sur la ville. J'ai senti un profond sentiment de paix s'installer en moi. La tempête arrivait, mais je n'avais plus peur. J'étais prête. J'ai débranché mon téléphone et je suis enfin allé me coucher, rêvant de canaux, de rues pavées et d'un avenir qui était entièrement le mien. Je me suis réveillé quelques heures plus tard dans un appartement au silence de mort, un contraste frappant avec le chaos que je savais se dérouler à des kilomètres de là. J'avais délibérément laissé mon téléphone éteint, un petit acte d'autoprotection. J'ai fait du café, je me suis assise près de la fenêtre et j'ai regardé la ville s'éveiller, ressentant un étrange sentiment de détachement, comme si je regardais un film sur la vie de quelqu'un d'autre. Le calme était un baume pour mes nerfs à vif. Il n'y avait pas de vibration frénétique, pas de bannière de notification en colère, pas de cordon ombilical numérique me liant à leur crise fabriquée. Il y avait juste moi, le café et l'aube d'une nouvelle réalité. Je savais que je ne pouvais pas me cacher éternellement. Mais pendant ces quelques heures, je me suis autorisé à exister dans une bulle de paix. Vers le milieu de la matinée, ma curiosité et un sentiment de sombre nécessité ont eu raison de moi. J'ai branché mon téléphone et l'ai allumé. L'appareil a explosé. C'était un assaut numérique, un barrage incessant de notifications qui a fait vibrer et trembler le téléphone dans ma main pendant près d'une minute entière. 52 appels manqués, 27 de Chantal, 25 de Benoît. Un flot de messages textes et de messages vocaux a suivi. Le volume était stupéfiant, un témoignage du niveau de panique que j'avais déchaîné. J'ai d'abord ouvert les textos, faisant défiler la cascade d'indignation et d'incrédulité. Les messages de Benoît étaient un mélange prévisible de fureur et de victimisation. Mon téléphone est coupé. Putain Céleste? Je peux pas croire que t'aies fait ça. T'essaies de ruiner ma vie. Tu me le dois.
Il n'y avait aucune conscience de soi, aucune idée que ses propres exigences avaient déclenché cette réponse. Dans son monde, il était la partie lésée et j'étais la méchante, cruelle et vengeresse. Les textos de Chantal étaient plus manipulateurs, une masterclass en chantage affectif. Ils ont commencé par une inquiétude feinte. « Céleste, ma chérie, ça va ? Internet est en panne. Je ne peux appeler personne. » Puis ils se sont transformés en confusion. « As-tu oublié de payer les factures ? Ça ne te ressemble pas. » Finalement, ils sont descendus dans une rage pure et non diluée. « Comment oses-tu ? Après tout ce que nous avons fait pour toi, tu es une enfant égoïste et ingrate. Tu vas rallumer ces téléphones tout de suite. » Le message final était celui qui mettait vraiment ses cartes sur table. Benoît avait un appel important avec un investisseur ce matin, et il l'a manqué à cause de toi. Tu as saboté l'avenir de ton frère. Tout était là, noir sur blanc. Mon but à ses yeux était de faciliter la vie de Benoît. Ma propre carrière, mes propres rêves, ma propre sécurité financière, tout était secondaire à ses besoins. Mon succès n'était pas quelque chose à célébrer. C'était une ressource à utiliser à son profit. Toute déviation de ce rôle était considérée comme une trahison, un sabotage de l'ordre naturel de la famille. Il y avait un message vocal d'elle que j'ai décidé d'écouter. J'avais besoin de l'entendre pour cimenter ma résolution. Sa voix, habituellement calme et légèrement condescendante, était stridente de fureur. « Céleste, je ne sais pas à quel jeu malsain tu joues, mais ça s'arrête maintenant. Tu vas me rappeler. Tu vas t'excuser auprès de ton frère, et tu vas aller à la banque avec lui cet après-midi pour signer cette demande de prêt. Ce n'est pas une requête. Tu as un devoir envers cette famille. Si tu penses que tu peux simplement nous couper les ponts et t'enfuir vers une vie de fantasmes, tu te trompes lourdement. Nous sommes ta famille et tu feras ce qui est juste. » La ligne était tracée. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Ces mots, destinés à m'intimider pour me soumettre, ont eu l'effet inverse. Ils ont solidifié ma décision, effaçant toute trace persistante de doute ou de culpabilité. Il n'y avait pas d'amour dans ce message, seulement une affirmation brute de pouvoir. Elle ne me voyait pas comme une fille. Elle me voyait comme un actif, une possession rebelle qui devait être maîtrisée. Au lieu de les rappeler, j'ai appelé Juliette. C'était ma plus vieille amie, une avocate vive et pragmatique qui avait été témoin des dynamiques toxiques de ma famille pendant des années. J'ai tout expliqué. Le texto de Benoît, l'ultimatum de Chantal, l'offre d'emploi à Amsterdam, les factures annulées. Je lui ai lu les messages, ma voix tremblant d'un mélange de colère et de soulagement. Elle a écouté patiemment, sans interruption. Quand j'ai eu fini, il y a eu une longue pause à l'autre bout du fil. « Bien joué », a-t-elle finalement dit, sa voix ferme et claire. Il était grand temps, Céleste. Je me demandais combien de temps il te faudrait pour enfin le voir. Sa validation était comme une gorgée d'eau fraîche dans un désert. Pendant des années, j'avais remis en question mes propres sentiments, me demandant si j'étais la folle, l'ingrate. L'entendre confirmer que le comportement de ma famille n'était pas normal, que ma réaction était non seulement justifiée, mais attendue depuis longtemps, était incroyablement stimulant. « Alors, quel est le plan ?» a-t-elle demandé. « Légalement, ils ne peuvent rien faire. Les factures étaient à ton nom. Tu as parfaitement le droit de les annuler. Mais ils ne vont pas laisser tomber. Ils vont escalader. » « Je sais, » ai-je dit, en regardant mon appartement, le sanctuaire que j'avais construit. « J'accepte le poste. Je déménage à Amsterdam dans 6 semaines. »« D'accord, » a dit Juliette, sa voix passant en mode professionnel. « Nous devons nous assurer que tu es protégé. Nous devons démêler tous les liens financiers que tu as avec eux. La voiture que tu lui as achetée, la carte grise est à ton nom ou au sien. » Mon sang s'est glacé. Elle est à mon nom. J'allais faire le transfert, mais je n'ai jamais pris le temps. « D'accord, » a-t-elle répété, calme et posée. « C'est bien. Ça nous donne un levier. Quoi d'autre ? Es-tu sur des comptes bancaires avec eux ? Une propriété, des obligations financières résiduelles ? Nous avons passé l'heure suivante à cartographier chaque connexion financière, chaque vulnérabilité potentielle. Il est devenu clair que ma vie était bien plus enchevêtrée avec la leur que je ne l'avais jamais réalisé. Démêler tout cela serait un processus complexe et douloureux,
mais à chaque élément que nous ajoutions à la liste, je me sentais plus déterminé. Il ne s'agissait plus seulement de s'échapper à Amsterdam. Il s'agissait d'un démantèlement systématique d'une vie d'abus financiers et émotionnels. Il s'agissait de reprendre ma vie, un contrat annulé, une carte grise transférée à la fois. La ligne avait été tracée, et j'étais enfin du bon côté. Armé d'une liste de contrôles et des conseils juridiques de Juliette, j'ai commencé le processus méticuleux de désenchevêtrement financier. C'était comme pratiquer une chirurgie sur ma propre vie, coupant les parties malades pour sauver l'ensemble. Le premier problème, et le plus immédiat, était la voiture que j'avais achetée pour Chantal. C'était une berline récente et fiable que j'avais payée comptant pour son 50e anniversaire, un geste qui, j'espérais, me vaudrait un moment de fierté maternelle authentique. La carte grise et l'assurance étaient toujours à mon nom, un détail que j'avais négligé dans le tourbillon de la vie. Suivant les conseils de Juliette, j'ai contacté une société de reprise de véhicules. La conversation était surréaliste. J'ai expliqué que j'étais la propriétaire légale du véhicule et que je devais le récupérer de la propriété de ma mère. L'agent au téléphone était professionnel et détaché, demandant la marque, le modèle, la plaque d'immatriculation et l'adresse. Il n'y avait aucun jugement, juste une récitation calme de la procédure et des frais, que j'ai payé immédiatement avec ma carte de crédit. Ils ont promis d'avoir la voiture dans les 24 heures. En raccrochant le téléphone, j'ai ressenti une pointe de culpabilité, mais elle a été rapidement éclipsée par un sentiment de sombre nécessité. La voiture était un atout majeur, et la laisser en sa possession était un risque que je ne pouvais pas me permettre. C'était aussi une puissante monnaie d'échange. Le suivant sur la liste était un compte épargne joint que j'avais ouvert avec ma mère des années auparavant. C'était censé être un fonds d'urgence pour elle, et j'étais la principale contributrice, y déposant quelques centaines d'euros chaque mois. Elle y mettait rarement, voire jamais, de l'argent, mais elle avait un droit de retrait total. J'avais toujours eu confiance qu'elle n'en abuserait pas. Maintenant, cette confiance était brisée. Je me suis connecté au compte, le cœur battant. Le solde était plus bas que prévu, beaucoup plus bas. J'ai parcouru l'historique des transactions, un nœud d'angoisse se serrant dans mon estomac. Il y avait des dizaines de retraits, tous effectués par elle au cours de la dernière année. De petites sommes au début, 50 euros par-ci, 100 euros par-là, mais ils étaient devenus plus fréquents et plus importants ces derniers mois. Il y avait des paiements à des grands magasins de luxe, des restaurants chers, et même un prélèvement récurrent pour une box d'abonnement de luxe. La découverte la plus accablante fut une série de gros retraits en espèces totalisant plus de 5000 euros, tous effectués au cours des 6 derniers mois. La vérité m'a frappé comme un coup physique. Ce n'était pas un fonds d'urgence. C'était sa cagnotte personnelle, un supplément secret à sa retraite, financé par moi. Elle menait un style de vie que je finançais sans le savoir, tout en prétendant avoir un revenu fixe. Et les dates des gros retraits en espèces. Elle correspondait parfaitement aux chronologies des dernières crises de Benoît, la caution pour son nouvel appartement, les réparations d'urgence de sa voiture, le capital de départ pour une précédente entreprise ratée. Ce n'était pas mon argent qui avait directement payé pour ces choses. C'était de l'argent détourné de ce compte, blanchi par notre mère. La tromperie était d'une ampleur et d'une cruauté à couper le souffle. Il m'avait manipulé pendant des années, un effort coordonné d'urgence fabriquée et de gratitude feinte. Benoît créait la crise, Chantal jouait l'intermédiaire inquiète, et moi, la fille dévouée, je fournissais la solution, ne soupçonnant jamais que l'argent passait simplement d'une main à l'autre. La rage qui m'a rempli était froide et pure. Elle a brûlé les derniers vestiges de culpabilité et de sentimentalité. Ce n'était pas une famille dysfonctionnelle. C'était un complot. Je n'étais pas un être cher. J'étais une cible. J'ai immédiatement transféré le solde restant, une somme dérisoire de moins de 1000 euros, sur mon compte courant personnel et j'ai lancé la procédure pour fermer définitivement le compte joint. La banque m'a informé que, puisque j'étais la titulaire principale du compte, sa signature n'était pas requise. Une petite victoire, mais profondément satisfaisante. Pendant que je travaillais, mon téléphone continuait d'être une source de harcèlement constant. Ils avaient clairement compris comment utiliser le Wi-Fi d'un voisin car maintenant mon email et mes comptes de réseaux sociaux étaient également assiégés. Benoît m'a envoyé un long message décousu sur Facebook, une pathétique tentative de me faire culpabiliser. Il parlait de ses rêves, de l'importance de cette start-up pour lui, de comment j'étais la seule à pouvoir la réaliser.
Il m'accusait d'être jalouse de son ambition, de vouloir le voir échouer. C'était la complainte d'un narcissique typique, complètement dénué de responsabilité personnelle. Les emails de Chantal étaient encore plus venimeux. Elle m'a traité de voleuse pour avoir pris sa voiture. Elle m'a accusé d'abandonner la famille, de cracher sur mon éducation. Tu as un cœur sombre et cruel, Céleste, a-t-elle écrit. Un jour, tu seras vieille et seule, et tu regretteras ce jour. Tu reviendras en rampant, et nous ne serons pas là pour toi. Les menaces étaient conçues pour s'attaquer à mes peurs les plus profondes, mais elles avaient perdu leur pouvoir. La découverte de leur tromperie financière à long terme m'avait immunisé contre leur poison émotionnel. Ils n'étaient pas ma famille. C'étaient des escrocs qui partageaient mon ADN. Tard cet après-midi-là, Juliette a appelé avec une mise à jour. Elle avait enquêté sur la légalité du prêt professionnel que Chantal essayait de me forcer à co-signer. C'est pire que ce que nous pensions, a-t-elle dit, la voix sombre. L'entreprise, c'est juste Benoît. Il n'y a pas de SARL, pas d'entité juridique, rien. C'est une demande de prêt personnel déguisée en prêt professionnel. Et l'adresse qu'il a indiquée pour l'entreprise, c'est la maison de Chantal. Il n'a pas de business plan, pas de prévision de revenus, rien qu'un prêteur légitime n'approuverait jamais sans un co-signataire avec un score de crédit parfait et des actifs importants. Céleste, il ne te demandait pas d'investir dans une entreprise. Il te demandait de garantir personnellement un prêt de 200 000 € sur lequel il aurait un contrôle absolu avec zéro responsabilité. La dernière pièce du puzzle s'est mise en place. Il n'a jamais été question d'une start-up. Il s'agissait de mettre la main sur une énorme somme d'argent, mon nom étant le seul enjeu quand elle disparaîtrait inévitablement. La préméditation, le sang-froid pur de l'acte était stupéfiant. Ma fuite à Amsterdam n'était plus seulement un choix de carrière. C'était un acte de survie nécessaire. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités concentrées. Ma vie était divisée en deux voies distinctes, préparer ma nouvelle vie à Amsterdam et éradiquer systématiquement toute trace de mon ancienne. Au travail, j'étais une employée modèle, terminant mes projets, documentant mes processus et formant mon remplaçant. Mes collègues m'ont organisé une charmante fête d'adieu, pleine de vœux sincères et d'enthousiasme pour mon aventure européenne. C'était une affaire douce amère, un aperçu du type de relation saine et solidaire que je recherchais désormais. Mon amie Maya, qui connaissait toute l'histoire, m'a longuement étreinte à la fin de la soirée. « Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse », a-t-elle murmuré, et j'ai failli fondre en larmes. C'était un contraste frappant avec les messages qui continuaient d'affluer de ma famille biologique, qui s'était dégradée en un mélange pathétique d'insultes et de supplications désespérées de dernière minute. À la maison, mon appartement était un paysage de cartons et de rubans adhésifs. Avec chaque objet que je triais ou gardais, donnais, jetais, je sentais que je me débarrassais d'une couche de mon ancien moi. C'était un nettoyage, une purification. Mais le travail le plus important se faisait en ligne et au téléphone, avec Juliette me guidant à chaque étape. La société de reprise avait récupéré la voiture avec succès et discrétion dans l'allée de Chantal au milieu de la nuit. Les retombées furent immédiates et spectaculaires. Chantal avait appelé la police pour la déclarer volée, seulement pour être informée par l'opérateur que le propriétaire légal avait récupéré son bien. Son message vocal suivant était un charabia incohérent de rage et d'humiliation. Je ne l'ai pas écouté en entier. Je l'ai simplement sauvegardé, comme Juliette l'avait conseillé, comme preuve de harcèlement. J'ai emmené la voiture chez un concessionnaire le lendemain et l'ai vendue. Le chèque de banque que j'ai reçu était une somme importante, que j'ai immédiatement déposé sur un nouveau compte épargne à haut rendement dans une banque dont ma famille n'avait jamais entendu parler. C'était mon fonds d'évasion, mon nouveau départ, ma liberté. La chaîne suivante à briser était mon rôle de contact d'urgence pour Chantal et Benoît. Je me suis connecté au portail patient en ligne de ma mère pour son cabinet médical et je me suis retiré, inscrivant Benoît comme son contact principal. J'ai fait de même pour tous les autres services auxquels je pouvais penser. Je me retirais méthodiquement de leur vie, morceau par morceau numérique. La tâche la plus difficile était de gérer la maison de mon enfance. Mon père, décédé une décennie plus tôt, avait laissé la maison à ma mère et à moi en indivision. Mon nom était sur l'acte de propriété, un fait qui avait toujours été une fierté pour moi, un lien avec mon père. Maintenant, c'était un passif, un dernier lien tangible qu'il pouvait utiliser contre moi. Juliette était sans équivoque. Tu dois forcer la vente.
C'est le seul moyen de récupérer ta part et de couper le lien complètement. Ça s'appelle une action en partage judiciaire. Nous déposons une requête auprès du tribunal et un juge ordonnera la vente de la maison, les profits étant partagés entre vous. L'idée de forcer ma mère à quitter sa maison était nauséabonde. C'était la maison où j'avais grandi, pleine de souvenirs, bons et mauvais. Cela ressemblait à la trahison ultime, le point de non-retour. J'ai hésité, disant à Juliette que j'avais besoin d'y réfléchir. Ce soir-là, j'ai reçu un email d'une cousine à qui je parlais rarement. C'était une femme douce et gentille qui avait toujours essayé de rester en dehors des drames familiaux. Son message était prudent. « Salut Céleste, j'espère que tu vas bien. Ta mère m'a appelé aujourd'hui. Elle était très contrariée. Elle m'a dit que tu lui avais volé sa voiture et tout son argent et que tu abandonnais la famille. Je ne veux pas prendre parti, mais elle a aussi dit quelque chose que je pense que tu devrais savoir. Elle a dit qu'elle parle à un avocat pour faire retirer ton nom de l'acte de propriété de la maison. Elle a dit que tu ne le mérites pas. » C'était ça. La dernière poussée dont j'avais besoin. Elle ne se contentait pas de me calomnier. Elle complotait activement pour voler mon héritage, mon dernier lien avec mon père. Mon hésitation s'est évaporée, remplacée par une résolution froide et dure. J'ai appelé Juliette le lendemain matin. « Lance la procédure », ai-je dit. « Faisons-le. » Le processus fut rapide. Le cabinet de Juliette a déposé l'action en partage et Chantal a reçu officiellement l'assignation en justice par un huissier. Les papiers légaux étaient une déclaration formelle que les anciennes règles ne s'appliquaient plus. Je ne jouais plus en défense. J'étais en offensive. Sa réponse fut une rafale d'appels et de textos frénétiques. Cette fois avec un nouveau ton d'incrédulité paniquée. « Tu ne peux pas faire ça. C'est ma maison. Ton père aurait honte de toi. » Les messages étaient prévisibles, mais ils avaient une nouvelle pointe de désespoir. Elle perdait le contrôle, et elle le savait. Au milieu de la bataille juridique, j'ai finalisé la logistique de mon déménagement. Mon visa était approuvé, mon vol était réservé et la société de déménagement était programmée. J'ai vendu mes meubles, emballé mes affaires restantes et me suis préparé à quitter le pays. Ma dernière semaine dans la ville fut un tourbillon d'adieux aux amis et de moments calmes de réflexion. Je quittais tout ce que j'avais toujours connu, me dirigeant vers un avenir à la fois terrifiant et exaltant d'incertitude. Mon dernier jour, je suis allé à la banque et j'ai fermé mes anciens comptes, ceux liés à des années de paiement de factures automatiques pour ma famille. Le caissier m'a remis un chèque de banque pour le solde final. En sortant de la banque, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a poussé à répondre. C'était Benoît. Sa voix était différente, dépouillée de son arrogance habituelle. Elle était faible, et pour la première fois, il semblait effrayé. « Céleste » a-t-il dit. « Maman m'a parlé de la maison. »« C'est vrai ? Tu vends vraiment la maison ?»« Oui, Benoît » ai-je dit, ma voix stable. « C'est vrai. » Il y eut une longue pause. « Mais où est-ce qu'on va vivre » a-t-il demandé, et la question simple et enfantine a révélé le cœur du problème. Après tout ça, après tout ce qui s'était passé, il ne pouvait toujours pas concevoir un monde où je n'étais pas responsable de lui. Il voyait toujours ma vie, ma maison, mes ressources comme des extensions des siennes. « Ce n'est plus mon problème, Benoît » ai-je dit. Et pour la première fois, j'y croyais vraiment. J'ai raccroché, bloqué son numéro et je suis parti sans me retourner. La dernière chaîne était brisée. J'étais libre. Mon vol pour Amsterdam fut une expérience surréaliste. Alors que l'avion s'élevait au-dessus des nuages, laissant mon ancienne vie derrière moi, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. L'anxiété constante qui avait été ma compagne pendant des années avait disparu, remplacée par un doux murmure d'anticipation. Un nouveau travail, une nouvelle ville et une nouvelle vie m'attendaient. La bataille juridique pour la maison était toujours en cours, mais avec Juliette aux commandes, j'ai pu m'en détacher émotionnellement. C'était désormais une transaction commerciale, le dernier élément d'une longue liste de désenchevêtrements. J'ai trouvé un bel appartement dans le quartier du Jordan avec vue sur un canal tranquille. Je me suis lancé à corps perdu dans mon nouveau rôle au travail, aimant les défis, l'environnement collaboratif et le respect que je recevais de mes collègues. Pour la première fois, j'étais jugé sur mes propres mérites, pas sur mon utilité pour les autres. Je me faisais de nouveaux amis,
j'explorais une nouvelle culture et, lentement, minutieusement, je construisais une vie qui était entièrement la mienne. Quelques mois après mon déménagement, Juliette a appelé avec une mise à jour. Chantal refuse de coopérer. Elle ignore toutes les demandes de l'agent immobilier, refuse les visites et a déposé une contre-plainte futile contre toi pour détresse émotionnelle et soutien financier. C'est une tactique dilatoire classique. Elle pense que si elle rend ce processus assez pénible, tu abandonneras et la laisseras garder la maison. Alors, qu'est-ce qu'on fait, ai-je demandé, un sentiment familier d'épuisement s'insinuant. On utilise l'option nucléaire, a dit Juliette, et je pouvais presque entendre la sombre satisfaction dans sa voix. Le juge en a assez de ces jeux. Il a rendu une ordonnance nommant un séquestre. Cela signifie qu'un tiers désigné par le tribunal prendra le contrôle de la propriété. Il aura le pouvoir d'entrer dans la maison, de la préparer pour la vente et de la forcer à se conformer aux visites. Si elle refuse, elle sera expulsée légalement. L'option nucléaire. C'était un nom approprié. Cela signifiait que ma mère, la reine de son château, était sur le point d'être détrônée. Le séquestre ferait changer les serrures, lui donnant un accès limité et supervisé pour récupérer ses effets personnels. Elle n'aurait aucun mot à dire sur le prix de vente, le choix de l'agent ou la vente finale. Le contrôle qu'elle avait exercé sur moi et sur cette maison pendant si longtemps était systématiquement démantelé. Le jour où le séquestre a pris le contrôle fut, selon Juliette, un spectacle. Chantal a apparemment fait une crise de nerfs monumentale sur la pelouse, hurlant sur le fonctionnaire désigné par le tribunal et le serrurier, menaçant de poursuites judiciaires et de châtiments divins. Benoît était là, filmant toute la scène avec son téléphone, probablement pour une future campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux, mais leur simagrée était inutile contre le pouvoir froid et impartial d'une ordonnance du tribunal. Les serrures furent changées, un panneau à vendre fut planté dans la pelouse, et d'un coup, son règne était terminé. La maison, qu'elle avait laissée tomber dans un état de délabrement modéré, fut nettoyée, peinte et mise en scène pour la vente par une équipe de professionnels, les coûts étant déduits de sa part future des profits. Elle fut mise sur le marché à un prix compétitif et, grâce au marché immobilier en plein essor, elle reçut plusieurs offres en une semaine. La clôture a eu lieu un mois plus tard. Juliette me représentait, donc je n'ai pas eu à retourner aux États-Unis. Les fonds furent virés directement sur nos comptes respectifs. Ma part, après déduction de tous les frais juridiques et de réparation, était une somme substantielle à 6 chiffres. C'était la fondation financière pour le reste de ma vie, un héritage de mon père que j'avais enfin réussi à récupérer. Le jour où l'argent est arrivé sur mon compte, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions. Il y avait du soulagement, bien sûr, et un profond sentiment de justification, mais il y avait aussi une profonde tristesse. C'était la fin finale et irréversible de ma famille. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Je n'avais pas seulement fermé un chapitre. J'avais brûlé le livre entier. Plus tard cette semaine-là, j'ai reçu un colis par la poste. Il venait de Juliette. À l'intérieur se trouvait une petite boîte contenant quelques objets personnels qu'elle avait récupérés de la maison pour moi. Quelques vieilles photos de moi et de mon père, une petite collection de ses livres préférés, le médaillon qu'il m'avait offert pour mon 16e anniversaire. Il y avait aussi une lettre. Elle était de Chantal. J'ai failli la jeter. Je ne voulais pas lire ces mots, laisser son poison s'infiltrer à nouveau dans ma nouvelle vie, mais la curiosité et peut-être un besoin de clôture finale m'ont poussé à l'ouvrir. La lettre n'était pas ce à quoi je m'attendais. Elle n'était ni en colère ni haineuse. C'était pire. C'était pathétique. C'était une longue plainte apitoyée sur son sort, racontant comment j'avais détruit sa vie. Elle écrivait sur ses difficultés financières, sur le fait qu'elle et Benoît étaient maintenant obligés de vivre dans un petit appartement exigu dans un mauvais quartier. Elle me blâmait pour tout, pour son malheur, pour les échecs de Benoît, pour son avenir sombre et solitaire. Il n'y avait pas un seul mot d'excuse, pas une once d'autoréflexion. Dans le dernier paragraphe, elle a fait une dernière tentative désespérée de manipulation. Je sais que nous avons eu des désaccords, a-t-elle écrit, mais tu es toujours ma fille. Je suis ta mère. Si tu as encore un peu d'amour dans ton cœur, tu nous aideras. Nous avons besoin de toi. S'il te plaît, Céleste, ne nous abandonne pas. J'ai lu la lettre et pour la première fois, je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de tristesse, pas de culpabilité, juste un vaste espace vide là où mon amour pour elle se trouvait autrefois. Elle n'avait rien appris.
Elle me voyait toujours comme une solution à ses problèmes, un outil à utiliser. Sa lettre n'était pas une branche d'olivier. C'était juste une autre facture. J'ai pris la lettre, je suis allé au destructeur de documents de mon bureau et je l'ai fait passer. J'ai regardé ces mots se transformer en bandes de papier dénuées de sens. L'option nucléaire avait été un succès. Elle n'avait pas seulement forcé la vente de la maison, mais elle avait aussi finalement anéanti l'emprise émotionnelle qu'elle avait sur moi. La guerre était finie. J'avais gagné. La vie à Amsterdam était tout ce que j'avais espéré et plus encore. Le rythme de la ville était un contrepoint doux au rythme frénétique de mon ancienne vie. Je me rendais au travail à vélo le long des canaux, je passais mes week-ends à explorer les musées et les galeries d'art, et j'ai développé une profonde appréciation pour les stroopwafels et les cafés bruns chaleureux. Mon travail était épanouissant. Mes collègues sont devenus de vrais amis. Et j'ai même commencé à sortir avec un homme néerlandais merveilleux, Pierre, qui était gentil, respectueux et complètement indifférent à mon salaire. Il était architecte paysagiste, et il était plus intéressé par la beauté du monde que par la taille de mon compte en banque. Pour la première fois, j'étais dans une relation où je me sentais vu et apprécié pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais fournir. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de Chantal ou de Benoît. Après mon acte final de raccrocher au nez de Benoît et de déchiqueter la lettre de Chantal, un silence profond et béni s'est installé. Juliette a réglé les derniers détails juridiques, et mon seul lien avec mon passé était mon amitié avec elle et quelques autres amis de confiance de chez moi. Ils me donnaient occasionnellement des nouvelles, que je recevais avec un sentiment de curiosité détachée, comme si je lisais l'histoire de personnages d'un roman que j'avais fini depuis longtemps. Chantal et Benoît, c'est-il avéré, ne s'en sortaient pas bien sans leur filet de sécurité financier. Ils avaient dû quitter la maison et emménager dans un petit appartement. L'afflux soudain d'argent de la vente de la maison fut, comme on pouvait s'y attendre, mal géré et rapidement dilapidé. La start-up de Benoît ne s'est jamais matérialisée. Le prêt de 200 000 € qu'il désirait si ardemment était, comme Juliette l'avait soupçonné, une fiction. Il n'avait pas d'investisseur, pas de produit et pas de plan. Il avait dilapidé sa part de l'argent de la maison en un an avec une voiture tape à accent grave-l'œil, des gadgets coûteux et une série d'investissements mal avisés en crypto-monnaie. Il enchaînait maintenant les petits boulots de la gig economy, se plaignant constamment de l'injustice du monde. Chantal, sans le coussin financier que j'avais toujours fourni, a dû prendre un emploi à temps partiel comme caissière dans une supérette locale pour joindre les deux bouts. Selon ma cousine, c'était une femme amère et pleine de ressentiment, se plaignant constamment à quiconque voulait bien l'écouter de sa fille ingrate qu'il avait abandonnée. Le récit qu'elle tissait était celui d'une victimisation tragique, une histoire dans laquelle elle était la mère qui souffrait depuis longtemps et j'étais la méchante froide et sans cœur. Quelques personnes, des parents éloignés qui ne connaissaient pas toute l'histoire, ont cru à son compte et m'ont envoyé des messages moralisateurs sur les réseaux sociaux, m'exhortant à pardonner et à oublier. Je les ai bloqués sans une seconde pensée. La vérité, c'est que je leur avais pardonné, non pas pour eux, mais pour moi. Je leur avais pardonné d'être les personnes qu'ils étaient, d'être incapables de l'amour et du soutien que j'avais si désespérément désiré. Le pardon pour moi n'était pas une question de réconciliation. C'était une question d'acceptation. C'était laisser aller l'espoir qu'il changerait un jour. C'était libérer la colère et le ressentiment qui avaient empoisonné ma vie pendant si longtemps. Un soir, environ 2 ans après mon déménagement, je dînais avec mon petit ami, Pierre. Nous parlions de nos familles et je me suis retrouvé à lui raconter toute l'histoire. J'ai tout déballé. Les droits acquis, la manipulation, la tromperie financière, l'ultimatum, l'évasion. Je lui ai tout dit, sans rien retenir. Il a écouté, ses yeux pleins d'une empathie profonde et inébranlable. Quand j'ai eu fini, il a tendu la main sur la table et a pris la mienne. « Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée », a-t-il dit, la voix chargée d'émotion. « Tu n'as pas seulement changé ta vie, tu l'as sauvée. » Et à ce moment-là, j'ai su qu'il avait raison. Je ne m'étais pas simplement enfui d'une mauvaise situation. J'avais mené une mission de sauvetage. J'avais sauvé la jeune femme qui se noyait dans la culpabilité et l'obligation. Celle à qui on avait appris que sa valeur se mesurait à sa volonté de s'immoler par le feu pour garder les autres au chaud. La vie que j'ai maintenant est une vie que je n'aurais jamais pu imaginer il y a quelques années à peine. C'est une vie remplie d'amour, de respect et de connexion authentique. C'est une vie paisible, stable et sûre. C'est une vie qui est la mienne. Parfois, je pense à cette dernière lettre pathétique de ma mère.
Je pense à sa dernière supplication. Ne nous abandonne pas. Et je réalise que je ne les ai pas abandonnés. Ils m'ont abandonné il y a longtemps. Ils ont abandonné le rôle de mère et de frère, choisissant plutôt d'être des profiteurs et des manipulateurs. Je n'ai pas coupé les liens familiaux. J'ai simplement arrêté de les maintenir ensemble toutes seules. J'ai lâché la corde et toute la structure pourrie s'est effondrée. Et des décombres, je suis parti, libre et entière, vers la lumière d'un nouveau jour.